Agnès Bricard, bonjour. Quand j'ai eu l'idée de cette émission Femmes et entrepreneurs, je dois dire que tu as été la première personne à laquelle j'ai pensé, parce que tu venais d'être élue présidente du Conseil supérieur des experts comptables et que c'est vraiment une première parce que c'est une profession très masculine. On se connaît, hein, c'est pour ça qu'on se tutoie, je devrais peut-être dire Madame la Présidente et vous voyez, mais on se connaît depuis longtemps et j'étais témoin de tout ce que tu as fait au fil de ces années pour arriver aujourd'hui à ce poste qui est quand même important et je suis très heureuse pour toi. Alors, cette émission, c'est Femmes et entrepreneurs. Alors d'abord la femme. Déjà, être expert comptable, c'est pas facile. Donc, quand tu as décidé de choisir ce métier, sûrement que tu as dû faire des choix. Donc, comment ça s'est passé? Parce qu'il faut faire ses études, passer des examens tout en continuant à vivre sa vie. Donc toi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier et comment tu y es allé? Alors ce métier d'expert comptable, il est aussi difficile pour un homme que pour une femme. Il faut quand même partir de ce postulat. C'est un diplôme d'expert comptable où il y a 1000 diplômés par an, qui est quand même très peu. Et il faut savoir que pour une femme, c'est un peu plus compliqué parce qu'en général, on obtient son diplôme dans un âge de 27-28, là où on commence à réfléchir maternité et donc foyer. Donc réconcilier ou concilier tout court la vie privée avec la vie professionnelle, c'est vrai que c'est un art, un exercice de style qu'on fait assez bien les femmes. Alors, tout de même un constat, même si on le fait bien, on s'aperçoit que quand on obtient le diplôme, sur ces 1000 diplômés par an, c'est parfois chaque année, ça peut être 1200 ou 850 chaque année, mais sur ces 1000, on va dire, si on prend une moyenne, on s'aperçoit qu'il y a 1 sur 2 qui partent en entreprise. Et dans les 1 sur 2, c'est plus de 70% des femmes. Donc il y a bien tout de même, après ce diplôme, une position que prennent les femmes de rejoindre l'entreprise, avec les avantages de l'entreprise, avec aussi des petits défauts, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur une multitude d'entreprises, avec plusieurs secteurs d'activité qui nous enrichissent quand même intellectuellement, parce qu'on passe d'un secteur d'activité à un autre, parce qu'on passe d'un homme à un autre homme ou à une autre femme, mais on s'aperçoit quand on rentre en entreprise qu'on a des horaires. Et dès lors qu'il y a des horaires, on sait que de ce fait, on peut rentrer plus facilement, rejoindre ses enfants dans des heures plus décentes que le fait de travailler en cabinet. En cabinet, on sait qu'il y a des missions. Quand on part en mission, on se lève le matin à 5 heures, on prend l'avion à 7 heures. Et on rentre le soir, plutôt après avoir pris aussi l'avion en retour, eh bien on s'aperçoit qu'on rentre le soir, il est bien passé 22 heures chez soi. Donc le cabinet, oui, c'est un vrai plaisir, et c'est vrai que j'ai poursuivi moi plutôt dans cet exercice libéral. Pour autant, je comprends les femmes qui rejoignent l'entreprise, mais qui peut-être, il faut y réfléchir, on est en train de le faire au niveau du Conseil supérieur, parce qu'on a créé une association des femmes diplômées d'expertise comptable. Dès lors que les femmes qui sont parties en entreprise auraient soit envie, vers l'âge de 45-50 ans, de changer de vie, soit tout simplement elles ont élevé les enfants et elles ont envie aussi de prendre un peu plus de souffle par rapport à une indépendance qui s'appelle une indépendance d'exercice, ou tout simplement parce que malheureusement elles peuvent se retrouver dans des positions de fusion, là où on leur dit gentiment qu'il y a 2 directeurs financiers, admettons, il n'y en a qu'un qu'on prend et c'est pas elle. Alors on peut imaginer de faire des passerelles de retour entre les entreprises et les cabinets, et que de ce fait, il y aurait à mettre en place des axes de formation pour réapprendre ce qu'est un client, une facturation, un exercice libéral tout court, et puis reprendre ce qu'on appelle de l'éthique, tout simplement, qui est de pouvoir dire non quand il faut devoir dire non. Ceci étant dit, ces passerelles, on va les mettre en place. Pour revenir à ma position, je suis restée en libéral parce que j'ai pensé que dans le cadre de la rémunération, je faisais passer ma rémunération, qui est nécessairement toujours plus importante quand on reste en libéral, devant ce que j'appelle une vie privée. Et donc j'ai fait en sorte que quand j'ai eu ma fille, eh ben, que j'ai un mari qui puisse m'aider, c'est ce qu'il a fait puisque lui était architecte. Donc c'est vrai qu'il y a des métiers qui se prêtent plus pour les hommes à être chez soi dans un cabinet à soi, ce qui était le cas. Et de ce fait, j'ai continué sur le libéral. Alors ce libéral, il est passionnant. Il est passionnant à double titre. Il est passionnant parce que c'est vrai que la rémunération est nettement plus importante dans les cabinets que dans les entreprises. Et il est passionnant parce qu'on continue à avoir une diversité dans l'exercice, dans les secteurs d'activité qu'on balaye. Et que du coup, on a le sentiment quelque part que finalement, on nous appelle dans le cadre de cette capitalisation d'expérience de transversalité. Donc pour revenir à une femme présidente, aujourd'hui il faut savoir que c'est 19 000 confrères inscrits au tableau de l'ordre en libéral, qu'on a 4000 femmes exactement,
que c'est dans les 20%, un peu classique des femmes entrepreneurs aujourd'hui qu'on constate. Quand on regarde la création au féminin, on constate que c'est les 20%. C'est ce que vous dites d'ailleurs, vous, Force. Et donc, du coup, nous, on est donc bien 20%. Sur ces 4000 femmes, il y en a à peu près 1160 sur la région parisienne, les 8 départements. Donc, il faut quand même le savoir, mais ça, c'est assez classique. Et on a, en créant cette association des femmes diplômées d'experts comptables, réuni plus de 1200 femmes sur les 4000. Ce qui est très significatif. Oui. Alors, justement, donc, est-ce que le fait que les femmes s'installent peu à leur compte, alors toi, tu avoues clairement, et je trouve ça bien, et c'est pour ça que je rebondis là-dessus, ce rapport à l'argent qu'ont les femmes, toi, tu avoues clairement que tu avais des objectifs financiers, ce que la plupart du temps, elles n'osent pas dire. Donc, c'est bien de le mettre en avant, parce que si on veut réussir, il faut se donner les moyens, et quelque part, il faut aussi gagner sa vie. Donc, est-ce que, justement, le fait que peu de femmes s'installent, tu penses qu'elles ont des blocages par rapport au fait qu'il faut, quand on s'installe, des moyens financiers? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence à ce niveau-là entre les hommes ou les femmes, ou est-ce que ça, c'est ce qu'on entend, mais c'est des bonnes excuses pour pas y aller? Alors, une femme va, dans l'aspect libéral, penser comme un homme à acheter une clientèle, hein. Mais elle est moins susceptible de l'épouser aussi rapidement, cette clientèle, qu'un homme, parce qu'un homme, c'est vrai qu'il va plutôt se projeter vers l'inconnu. Or, acheter une clientèle, c'est quand même l'inconnu, on ne l'a pas créé soi-même, donc il faut aussi aller vers les autres. Une femme aura plutôt tendance, je dirais, à moins reprendre une clientèle et à rester plutôt dans une position de création, où elle va souvent assurer avec des grands cabinets, parce qu'elle est passée dans ces grands cabinets, ou d'autres cabinets, peut-être au départ de la sous-traitance. Moi, je sais que je n'ai pas racheté une clientèle, parce que j'avais envie, quelque part, de me la créer, et je suis partie sur de la sous-traitance, et j'ai fait ça d'abord pour mes cabinets qui m'avaient accueilli au niveau du stage obligatoire de 3 ans, qui est obligatoire comme un internat pour un médecin, et donc j'ai pas repris de clientèle. Je l'ai repris que presque 10 ans après une clientèle, parce qu'il y avait une opportunité. Au niveau donc on peut tout à fait démarrer, c'est pas facile, mais il n'y a pas de différence par rapport à un homme, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas, d'où l'intérêt de l'association que vous avez initiée. Alors, bon, il faut dire une chose, Oui. Il faut quand même qu'elles se mettent dans des niches. Soit elles ont une position de spécialisation sur un secteur d'activité, et c'est assez facile de trouver finalement des jours à vendre par rapport à ces secteurs d'activité. Je pense à la banque, je pense aux compagnies d'assurance, mais je peux penser tout à fait à des métiers, si on est spécialiste de tout ce qui est bar tabac, avec tout ce que ça veut dire dans les commissions par exemple à prendre en compte. Mais ça peut être aussi une spécialisation dans la matière. J'ai vu des femmes, moi, qui étaient très très pointues au niveau financement, parce que ce sont des anciennes femmes qui étaient à une époque bancaire, qu'on préférait, etc. Donc ça veut bien dire qu'à chaque fois, oui, on peut faire sans acheter une clientèle, mais il faut être pointu sur un sujet ou un domaine. Mais pour les hommes, c'est pareil. Voilà. Alors Agnès, moi j'ai été témoin de tous les efforts que tu as faits. J'ai entendu beaucoup de bruit de couloir quand tu affichais clairement j'irais d'être, il y a plusieurs années, d'arriver à être présidente commençant par le conseil régional, et puis quand tu as commencé à afficher ton ambition de devenir présidente du conseil supérieur, j'entendais ces messieurs bosser un petit peu, on peut le dire entre nous. Donc, alors, comment as-tu fait pour justement enfoncer les portes et arriver aujourd'hui à cette fonction, en plus de toutes les autres que tu peux avoir, qu'on n'a pas énumérées parce que ça prendrait trop de temps? Comment tu l'as fait? Je crois qu'il y a une chose, comme toujours dans la vie, il faut avoir une conviction. Que ce soit homme ou femme, on part sur une conviction. Il faut savoir où elle est sa conviction. Moi, ma conviction, c'était quand j'étais présidente des stagiaires, à l'époque, dans les années 80. J'avais une conviction, c'est qu'on pouvait changer les choses. Et que si on obtenait la présidence du Conseil supérieur, il y avait sûrement du sens à ce moment-là. Donc j'ai toujours pensé qu'il fallait y réfléchir, mais je ne l'avais pas pris, je ne l'avais pas épousé totalement. C'est réellement après avoir fait 4-5 ans sans être rentrée dans les institutions, c'est-à-dire après stagiaire, j'ai fait 4-5 ans sans rentrer dans les institutions. Et dans les années 87, je me suis aperçue, donc c'était presque 5 ans après l'annexe, l'Association nationale des experts comptables stagiaires, j'ai créé un club des jeunes experts comptables pour favoriser la création, et il y a quand même aujourd'hui plus de 1500
experts comptables dans les moins de 5 ans de leur diplôme. Donc ils ont leur diplôme, mais ils ont fait moins de 5 ans. Donc quand même, il y a tous ces jeunes qui veulent aussi vraiment croire en l'exercice libéral. Pour autant, j'ai attendu 5 ans avant de me dire il faut réellement s'inscrire dans les institutions, parce que l'information qui est dans les institutions, c'est le pouvoir. Tout ce qu'on apprend d'avance, c'est comme une chambre de commerce, une chambre de métier, quand on s'inscrit en tant que tel. Ça peut être aussi une CGPME, un UPA, peu importe, une fédération quelle qu'elle soit. On apprend tellement plus de choses quand on est dedans que quand on est à l'extérieur. Et ça c'est quelque chose que les femmes ne font pas suffisamment. Et peut-être... Elles ne croient pas au collectif. Oui, elles croient pas au collectif. Mais il y a une chose aussi. Je pense qu'elle... je ne sais plus où je lisais récemment, et je trouve que c'est la réalité. Les femmes attendent qu'on leur donne le pouvoir, mais alors qu'il faut qu'elles le prennent. C'est exactement ce que tu as fait, Agnès. Et je trouve que on apporte... Alors, on a été toutes les deux pendant des années, souvent seules femmes dans un milieu extrêmement masculin à l'époque, dans une vie antérieure, avant que je sois donc dans la TV des entrepreneurs et sur la caravane des entrepreneurs. Donc, mais je pense que une fois qu'on a dépassé les blocages, finalement, on s'aperçoit que c'est pas si difficile que ça. Hein. Je crois que c'est... Après, il faut y aller tous les jours. Alors, j'ai encore une question à te poser. C'est peut-être indiscret, tu me réponds si tu veux, mais à quoi tu marches? Parce que comment fais-tu pour être toujours féminine, hein, donc toujours de bonne humeur, donc, alors que sûrement tu as les mêmes soucis que les autres. Donc quel est ton secret? Il n'y a jamais de secret. Il y a d'abord la séduction de la vie. Moi, je crois en l'autre. Donc, quand je regarde quelqu'un, il est identique à moi. Donc, du coup, ça m'intéresse de regarder ce qu'on peut faire ensemble. Ça, c'est le premier grand principe. Je crois que tu aimes beaucoup les gens et que ça se sent. Voilà. Et la deuxième chose, je dirais, c'est qu'une fois qu'on s'inscrit dans une dynamique qui est quand même la dynamique du pouvoir, hein, il y a un problème pour les femmes, parce qu'on parlait des femmes, c'est qu'il y a une perte de temps dans les comportements masculins. Ils ont des non-dits suffisamment lourd pour à un moment nous dire où est l'efficacité dans tout ça, entre le moment où je dois quitter ma vie professionnelle pour aller ensuite dans ma vie privée qui s'appelle d'abord les enfants puis ensuite mon mari, tout court, on s'aperçoit que là on a 3 vies et c'est en sorte que par rapport aux hommes qui n'ont qu'une vie, parce que c'est vrai qu'après, on s'aperçoit que cette partie des enfants, c'est quand même moins, même si certains s'investissent aujourd'hui. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de schémas, de comportements masculins dans beaucoup de non-dits et qui correspondent à une réalité, mais qui font qu'aujourd'hui, est-ce que c'est ça l'efficacité? Mais maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le pouvoir en lui-même qui fait changer les choses et qui transforme des sociétés, est-ce que ce ne sont pas justement avec des non-dits? C'est la seule question qu'on doit se poser, ou est-ce qu'il faut de l'efficacité? Les comportements masculins continuent à dire non, il faut continuer à faire des non-dits. Les comportements féminins continue à dire qu'il faut de l'efficacité. Je crois qu'il faut marier les deux. Et c'est pour ça que la parité me semble être précieuse, le facteur de performance. Parce qu'on mariera les deux et que le 1 plus 1 servira à faire 3, j'espère. C'est clair. Alors Agnès, donc, qu'est-ce qui... Alors en un mot, hein, parce que sinon on va y passer l'après-midi, je sais que tu as d'autres rendez-vous. Qu'est-ce qui peut vraiment faire progresser l'entrepreneuriat féminin? Pour toi, qu'est-ce qui serait la meilleure mesure Parce que depuis des années qu'on en parle, on s'aperçoit que ça évolue pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire progresser l'entrepreneuriat féminin? Je pense que le fait de dire à une femme qu'elle peut s'associer à un homme, un peu comme on dit à une petite entreprise, adossez-vous à un groupe. Je pense qu'il y a peut-être une idée de réfléchir au moment où surtout ils sortent de leurs études, quelles qu'elles soient. Ça peut être vétérinaire, ça peut être ajusteur. De pouvoir avoir des maisons de rencontres, des caravanes comme les vôtres, où on peut peut-être proposer que finalement, vous êtes une femme, est-ce que vous souhaitez, dans le cadre de cette projection vers l'avenir, qui s'appelle une entreprise, fabriquer un être, qui est un être moral, est-ce que vous chercheriez quelqu'un qui serait en fait le contraire de vous, donc qui s'appelle le comportement masculin? Parce que c'est les deux qui font réellement la richesse. Et on s'aperçoit, on ne parle pas à un banquier quand on est une femme ou un homme de façon identique. On ne parle pas à un fournisseur quand on est un homme ou une femme de façon identique. Et je trouve que quand on a une relation, par exemple, avec un client, une femme, elle est fabuleuse par rapport à un client. Il y a une écoute, il y a une attente. Alors que par rapport à un fournisseur, c'est comme quand je dis qu'il y a une position d'acheteur et une position de vendeur. Ce ne sont pas les mêmes qui portent. Je dirais que ce serait peut-être, je dis bien, parce que je ne vois pas réellement une mesure autre
que de dire qu'est-ce qui fait qu'une femme, à un moment, va plonger. Parce qu'elle aura le sentiment qu'elle aura les points forts là où elle a ses points faibles. Alors qu'un homme, pas du tout, il ne voit même pas où sont ses points faibles, où est son problème. Une femme, elle sait déjà qu'elle part avec ses points faibles. Et c'est là où elle aurait peut-être besoin. Elle le sait même trop, ce qui l'empêche parfois d'y Voilà. aller. Donc il faut peut-être du jumage, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tous les cas, du maillage, c'est sûr. Non, bah écoute, on va rester sur ce conseil. Alors moi, j'ai quand même quelque chose à te dire. Je crois que j'ai trouvé ton secret, c'est l'enthousiasme, parce que je crois que ça a toujours été ton point fort et c'est précieux. Merci Agnès de m'avoir fait ce plaisir et vraiment, j'apprécie beaucoup.